Dans votre livre, vous dites que les processus RH sont castrateurs et rétrogrades. Et je me suis demandé, qu'est-ce qui vous a amené à ce constat? Un double regard. Tout d'abord, le lien entre le processus castrateur, c'est-à-dire normatif, et la taille de l'organisation. Plus l'organisation est grande, plus les processus doivent être standardisés, donc plus les processus sont normés, donc normatifs, donc castrateurs. On finit par dresser des cahiers des charges très détaillés qui rejoignent des petites boîtes et on cherche la personne qui a le portefeuille de compétences parfait pour rentrer dans la petite boîte. Et tout ce qui dépasse, on coupe. Ça, c'est le premier regard. Le deuxième regard qui m'a amené à réfléchir sur l'effet castrateur des processus, c'est que dans une faillite, étonnamment, il y a un pic d'activité, mais il y a de moins en moins de monde pour réaliser ces activités. Donc, les personnes doivent épouser des fonctions pour lesquelles elles n'étaient pas préparées ou pour lesquelles jamais elles n'auraient été choisies par la direction générale ou par les ressources humaines. Et ça fonctionne. Donc ça veut dire que on a beau prévoir des fonctions, des postes et des profils, finalement, si on ne le fait pas et dans un espèce de chaos organisationnel, ça fonctionne quand même. Ça fonctionne quand même, pour autant qu'on travaille avec des individus responsables, ouverts, engagés, motivés et heureux de pouvoir faire autre chose que le prescrit du cahier des charges. Et est-ce qu'il y avait des signes que ces individus qui se sont sublimés dans la tourmente, avant qu'arrive cette période de faillite, que ces personnes avaient un potentiel peut-être caché, mais qu'on aurait pu peut-être identifier avant? Pour la plupart, je dirais oui. C'était des personnes qui avaient un réel potentiel, qui étaient connues, mais qui étaient un peu prisonniers de l'organigramme. Parce que dans le fond, une organisation, c'est un jeu de chaises musicales. Il y a plusieurs fonctions à occuper. Et de temps en temps, lorsqu'une chaise se libère, on tente, si on en a envie, de changer de fonction, d'avoir un peu de mobilité interne. Donc effectivement, ces personnes qui se sont révélées, je dirais, existaient déjà en tant que potentiel dans l'organisation. Quelles sont les leçons personnelles que vous avez tirées de cette expérience d'une mise en faillite d'une organisation? Sur le plan personnel, qu'est-ce que vous avez appris? Alors, à titre personnel, cette histoire d'accompagnement à la mort d'une organisation, c'est un peu comme traverser un tunnel de lavage pour voiture, mais sans la voiture. Donc du coup, c'est véritablement ébouriffant. C'est une expérience qui implique non seulement les émotions, le peu d'intelligence qu'on peut avoir, mais le corps aussi. Enfin, c'est une expérience totale. Assez spectaculaire parce que dans le fond, on ne se rend pas vraiment compte de ce que l'on vit. Et du coup, plus on est dans la tourmente, plus on est engagé, plus les horaires de travail s'allongent, plus les corps crient, et à un moment donné, on se rend compte de l'absurdité du monde, de l'absurdité de ce que l'on vit, parce qu'on est pris dans un vertige, dans un tourbillon ontologique qui nous aspire. Donc ce que je retire professionnellement pour la suite de ma carrière, c'est: Stéphane, comment tu dois rester engagé professionnellement, c'est-à-dire d'adhérer à l'entreprise, d'avoir des relations affectives avec elle, tout en étant dégagé professionnellement. Si demain, votre employeur annonçait une situation semblable de mise en faillite proche, quelle serait votre réaction? Vous diriez, je connais la situation, je peux accompagner ce mourant, ou au contraire, non, j'ai assez donné, je préfère laisser à d'autres le soin d'accompagner cette entreprise? J'ai une réponse de jésuite. Dans l'expérience précédente, je n'ai pas choisi. J'ai tout de suite, immédiatement, voulu accompagner, vivre cette expérience. Maintenant, et à la fin, je me suis dit, si j'avais su ce que j'allais vivre, je ne suis pas certain que j'ai mis autant d'énergie à rester tout au long du processus jusqu'à la fin. Parce que c'était véritablement trop difficile, trop émouvant, trop impactant, finalement trop dangereux. Maintenant que je l'ai fait, si cette situation
par misère, se reproduirait, j'aurais tendance à dire, je ne vais pas re-rentrer dans un processus aussi destructeur que celui-là. Mais dans le même temps, comme je l'ai déjà fait, je saurais mieux un peu piloter les processus et les émotions. Donc il y a bien des chances que je le revivrai. Vous avez appris tout un tas de choses lors de cette lente agonie d'une entreprise, notamment que les processus sont castrateurs et rétrogrades, que les plans de rétention ne fonctionnent pas, que les plans de mobilité et de relève sont un peu une illusion. Aujourd'hui que vous êtes de nouveau dans une entreprise saine, un contexte organisationnel sain, est-ce que vous pouvez appliquer les leçons que vous avez tirées de cette lente agonie d'une entreprise, ou au contraire, est-ce que les choses sont revenues un peu à la normale avec de nouveau des processus, des plans de mobilité et de rétention? Alors, la réponse est oui, mais pas pour les bonnes raisons que vous espérez. C'est-à-dire que dans l'organisation qui m'emploie aujourd'hui, je pense que nous échappons en grande partie aux critiques que je décris dans l'ouvrage. Pourquoi ? Pas parce que nous sommes particulièrement éclairés, mais parce que la taille de l'organisation, nous sommes environ 200 personnes, permet beaucoup plus de mobilité, évite les jeux politiques, nous éloigne de toutes les grandes batteries de processus, de normatifs, etc. Parce qu'il y a encore un esprit, je dirais, start-up, un esprit assez vivant, un esprit où chez nous on dit qu'on est vraiment à sa place dans notre organisation lorsqu'on fait des tas de choses qui ne figurent pas dans notre cahier des charges. Donc on a encore, je dirais, cette labilité, ce côté empirique dans l'organisation qui fait que, dans le fond, cette faiblesse organisationnelle fait en sorte qu'on échappe à ces critiques organisationnelles. Je pense que ces critiques que j'ai pu décrire dans l'ouvrage s'adressent davantage à des grandes organisations du secteur tertiaire. Je répète la question. Oui. Aujourd'hui, quand vous recrutez, qu'est-ce qui a changé dans votre approche, dans votre regard du candidat ou du CV à la lumière des événements vécus dans cette mise en faillite? J'ai toujours appliqué une posture particulière, je crois, dans le métier, dans ma relation de recrutement. Je trouve que le processus de recrutement en Suisse romande est moyenâgeux dans sa conception, dans son efficacité, dans la durée qu'il nécessite, et il est également très mal perçu du côté des collaborateurs qui ne comprennent pas, des candidats qui ne comprennent pas qu'un recrutement en Suisse romande, ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, qu'on n'a pas d'informations, qu'on ne sait pas qui c'est qu'on va rencontrer, etc. Donc, je crois par nature, parce que je fais ce métier, parce que j'aime les humains, si je suis devenu directeur des ressources humaines, ce n'était pas pour devenir directeur, ce n'était pas pour manager des ressources, c'était plutôt pour accompagner des humains dans une organisation. J'ai toujours pensé, et c'est certainement lié à ma position de psychosociologue, mais je crois que c'est lié finalement à ma nature, j'ai toujours misé sur le potentiel, beaucoup plus que sur le tableau de chasse que le candidat pouvait nous présenter. Et donc, ce potentiel, avec l'expérience sans doute, vous êtes en mesure de l'identifier. Enfin, comment est-ce qu'on peut savoir qu'un candidat, là, tiens, il a du potentiel? Un candidat motivé, qui fait des propositions, engagé, qui arrive avec qui est une force, qui est plus qu'une ressource, qui est un vrai partenaire stratégique pour l'organisation, ça se repère très rapidement. C'est une histoire de posture, c'est une histoire d'attitude, c'est une histoire d'engagement, c'est une histoire de résultat. C'est pas forcément une histoire de formation. Ça peut, mais pas forcément. Et du coup, lorsqu'on travaille dans la moyenne ou dans la longue durée avec des équipes, on voit très bien des personnes apparaître au gré des circonstances, dans certains contextes, des personnes avec qui on a envie de faire plus, on a envie d'aller plus loin, on a envie de leur confier d'autres responsabilités aussi pour pouvoir les garder le plus longtemps possible dans l'organisation. À un moment donné, la mobilité, c'est aussi une stratégie de rétention des talents. Parce qu'à un moment donné, lorsque la personne est restée 3, 4, 5, 6 ans dans la même fonction, si elle a le feu, si elle a de l'énergie, si elle a une densité, si c'est une force de proposition, à un moment donné, elle va vouloir vous demander un poste différent, un projet différent, une formation différente. Et du coup, dans les petites organisations, on a de la difficulté à chaque fois enrichir les cahiers des charges parce que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc du coup, on doit développer des stratégies permanentes pour développer des mobilités horizontales, travailler sur l'enrichissement des activités, créer des teams mixtes, enfin on doit inventer un certain nombre de choses
les faire travailler à cheval sur 2 ou 3 départements, enfin inventer des choses qui ne sont absolument pas académiques pour pouvoir leur donner une chance d'impacter l'organisation à leur manière comme ils le souhaitent. Donc, à quelque sorte, la force des petites organisations, c'est d'essayer de s'organiser autour des talents qu'ils recrutent. Pour finir, pour terminer, pour revenir à la mise en faillite d'une entreprise, si quelqu'un qui nous regarde se trouve dans la même situation, c'est-à-dire qu'on lui annonce que son entreprise a des difficultés financières à tel point qu'elle va devoir fermer ses portes, et que celui-ci ou celle-ci décide d'accompagner le mourant, quel message est-ce que vous lui adresseriez? Garde un pied en dehors et l'autre en dedans. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire, si tu veux accompagner une entreprise qui meurt, ça dépend toujours dans quelle fonction, hein, mais dans les fonctions où on a un pacte relationnel puissant à vivre, dans ces fonctions-là, c'est très important de garder une distance sanitaire pour ne pas sombrer avec le navire qui coule. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous.